Et voici le 7h14 pédagogique éduqué. Cela fait partie des missions de service public et du service public d'information. Et bien immédiatement, on va vous faire entendre un influenceur, Dylan Thierry. Je vais vous dire un truc qui est une dinguerie. Je vous promets que je vous dis la vérité, c'est hallucinant. Uncity, ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue. Et en fait, c'est pas vendu en France ni en Europe parce que c'est interdit. Ils veulent pas. C'est beaucoup plus intéressant pour eux que vous ayez à l'hôpital et que vous payiez une blinde. Ça les intéresse pas de trouver des produits. C'est vrai, hein. T'as vu là, quand on était choqués là? Ouais, cancérigène, ouais, pardon. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Vous venez d'entendre un influenceur parmi d'autres. Ces influenceurs cumulent des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ils sont les nouvelles idoles d'une partie de la jeunesse. Ils tentent de nous vendre du rêve. Certains en ont fait un métier. Ils sont parfois présentés comme les femmes ou les hommes sandwich de la révolution numérique. Mais qui sont-ils ? Ils, donc, ces influenceurs. Aujourd'hui, le ministère de l'économie organise une table ronde pour tenter de réglementer le secteur. Plusieurs députés souhaitent aussi mettre sur la table une loi pour mieux encadrer les activités de ces influenceurs. Bonjour Anaïs Kopinski. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, spécialiste de propriété intellectuelle et de droit du numérique. Alors tout d'abord, il faut nous définir ce qu'est un influenceur et ce n'est pas aussi facile que ça. Non, ce n'est pas si facile parce qu'un influenceur, c'est un individu qui donne des conseils, qui donne son avis sur Internet, sur des produits ou des services. On vient de l'entendre dans l'extrait audio tout à l'heure. Mais ce n'est pas suffisant pour définir un influenceur. Il va falloir s'intéresser précisément à la force d'influence de cet influenceur et c'est cette force d'influence qui est rémunérée par les entreprises qui souhaitent s'attribuer ces services des influenceurs. Et il faut aussi caractériser le fait que l'individu constitue un intermédiaire entre les entreprises, donc les marques, et les consommateurs. Et c'est vraiment cette notion d'intermédiaire qui va permettre de faire la distinction entre un influenceur et un individu qui simplement donne son avis sur Internet au sujet d'un produit ou d'un service. Il faut que ce soit sur Internet parce que, par exemple, un critique littéraire, alors Philippe Lançon, est-ce que c'est un influenceur ? Bon, il s'exprime peu sur Internet, beaucoup plus dans Libération ou sur Charlie Hebdo. Est-ce que ça signifie, par exemple, qu'un critique littéraire, ça n'est pas un influenceur ? Alors, au regard de cette définition, ce ne serait pas un influenceur, parce que le critique littéraire ou le critique de cinéma a pour objectif d'apporter un regard critique sur une œuvre, d'analyser une œuvre et de partager son point de vue, mais pas d'être l'intermédiaire entre l'éditeur, si on parle d'une œuvre littéraire, ou l'auteur, et le consommateur. Donc il y a vraiment cette position précise de l'influenceur, qui est une position d'intermédiaire, et cette force d'influence qui va être recherchée par les marques. Alors par ailleurs, l'autre question donc sur l'influence des influenceurs, c'est que celle-ci, elle peut être mesurée, en tout cas en fonction de leur nombre de followers, les personnes qui les suivent, et cela parfois concerne énormément de monde, Anaïs Kopinski. Oui, cette force d'influence, elle est mesurée par le nombre de followers, mais en réalité, il faut aller bien au-delà du nombre de followers, du nombre de likes et de vues pour mesurer la force d'influence d'un influenceur, puisque pour mesurer cette force effective, il va falloir déterminer le nombre de clics qui ont lieu sur les liens qui renvoient au site internet des marques dont l'influenceur fait la promotion, et le nombre d'achats effectués à partir de ces clics. Parce que dire qu'un influenceur a une communauté, c'est une chose, mais en réalité, sa force d'influence, elle n'est effective qu'à partir du moment où la communauté achète les produits et les services présentés. C'est ça que recherchent aussi les marques. Mais alors ça n'est pas public. Alors, ces informations-là, non, ne sont pas publiques. Donc c'est difficile, par conséquent, de savoir quelle est l'influence véritable d'un influenceur, puisqu'on ne peut pas déduire, si je vous suis, Anaïs Kopinski, du nombre de ses followers, des personnes qui le suivent, l'influence véritable dont il bénéficie. Exactement. Il y a la force d'influence qui peut être observée par tous au regard du nombre de followers, de likes, de vues. Et puis, il y a la force d'influence vraiment effective pour la marque et
parce que la marque ne recherche pas seulement à s'attribuer une communauté des communautés qui suivent des influenceurs, mais la marque cherche aussi à vendre des produits et des services. Oui, parce que le problème, c'est que ces influenceurs, lorsqu'ils donnent des conseils, par exemple, je vous suggère de mettre un pull violet comme le vôtre, Anaïs Kopinski, eh bien, généralement, ils le font moyennant rétribution. Exactement. Soit la rétribution est financière, soit la rétribution se fait par des produits qui peuvent être conservés par les influenceurs. Donc cette contrepartie qui est attribuée à l'influenceur par la marque constitue l'élément qui va pouvoir être utilisé pour caractériser le statut de professionnel de l'influenceur. L'influenceur devient professionnel dès lors qu'il mène une activité habituelle et qui est rémunérée. Il est difficile encore aujourd'hui de qualifier ces professionnels et de les distinguer des consommateurs pour ce qui est de cette économie sur le numérique, mais les juridictions, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour de cassation et la Cour d'appel de Paris dans une décision récente explique bien que c'est bien le flux économique qui est généré par l'influenceur, les contrats qui sont conclus par les influenceurs avec les marques et les revenus qu'ils en tirent qui permettent de dire que ces influenceurs sont en fait des professionnels et pas des consommateurs comme les autres. Mais alors, justement, parce que cela signifierait que dans un monde idéal, ils diraient qu'ils sont rémunérés, ils diraient peut-être leur rémunération, je ne sais pas, parce que lorsqu'on voit, par exemple, lorsqu'on regarde un programme de télévision, on réussit à distinguer normalement ce qui relève de la publicité et ce qui n'en relève pas. Exactement. Là, c'est toute la difficulté. À la télévision, on a une augmentation du son au moment de la publicité, et puis le terme publicité qui apparaît avant et après les spots publicitaires. Sur Internet, l'influenceur va raconter sa vie, et au milieu de cette storytelling, il va faire apparaître des produits ou mentionner des services sans pour autant préciser qu'il a été rémunéré pour faire cette publicité. Et ça pose une vraie difficulté juridique puisque l'influenceur a, comme tout annonceur, a l'obligation de faire apparaître le fait qu'il a été rémunéré pour faire cette publicité et donc de faire apparaître la nature commerciale, la nature publicitaire de ce contenu. Donc la loi le précise depuis 2004, donc ce n'est pas nouveau. Donc quand on voit les propositions de loi actuelles sur le sujet et qui demandent à ce que les influenceurs mentionnent la nature publicitaire des contenus, bien finalement c'est une obligation qui existe depuis bien longtemps. Encore faut-il qu'elle soit appliquée. Et l'autorité de régulation professionnelle de la publicité propose des solutions pour que les influenceurs puissent correctement mentionner la nature publicitaire des contenus, notamment en incrustant dans la vidéo dès le début que le contenu a été rémunéré par la marque, qu'il est publicitaire. Donc on a comme ça des possibilités qui sont offertes par la législation ou par des directives d'associations de publicitaires. Ce qui distinguerait donc, ce qui relève donc de la publicité, de la rémunération, de l'expression d'une liberté de choix ou d'une expression de goût, par exemple, Anaïs Kopinski. Mais alors, il va falloir non seulement l'encadrer, mais aussi le vérifier, parce que ça ne va pas être facile de savoir si un influenceur conserve des produits ou est rémunéré pour cela. Exactement. Il faut contrôler ce qui se passe sur Internet. Le Digital Services Act, donc le nouveau règlement européen sur les services numériques adopté par l'Union européenne cet automne, prévoit ce qu'on appelle des signaleurs de confiance qui vont être... Signaleurs de confiance, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau métier? Voilà, c'est un nouveau métier, avis aux amateurs. C'est un statut en fait qui est accordé par l'État en raison d'une expertise spécifique de l'entité qui demande à obtenir ce statut. Et les signaleurs de confiance vont avoir la possibilité de détecter, d'identifier et de notifier des contenus illicites. Donc, on peut penser au regard du Digital Services Act que ces signaleurs de confiance vont être un acteur de cette lutte contre les contenus illicites et notamment les contenus qui ne seraient pas identifiés comme étant publicitaires par les influenceurs. Merci beaucoup Anaïs Kopinski. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en droit privé à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines.